La description de différents types d'avortement, menaces d'avortement, diagnostic, la conduite à tenir de la sage-femme. Si le saignement cesse, adresser la patiente en consultation prénatale. Les avortements complets. Le diagnostic. Si le col est fermé et à l'échographie l'utérus est vide, la conduite à tenir de la sage-femme. S'assurer de la vacuité utérine par curage digital si le col est perméable, sinon prescrire une échographie. Instaurer une antibiothérapie en cas de risque infectieux. Complications, la salpingite, la septicémie, la stérilité. Le rôle de la sage-femme devant une grossesse extra-utérine. La définition de la grossesse. La grossesse extra-utérine, encore appelée grossesse ectopique, est une grossesse implantée en dehors de la cavité utérine. La localisation de la GU. La trompe est la localisation la plus fréquente. Le pavillon, le portion interstitielle, l'ampoule tubaire, qui va faire l'objet de notre étude. L'ovaire, le col, la cavité abdominale, les parois murales. Les facteurs de risque, c'est-à-dire il s'agit du tabagisme, du stérilet, des antécédents de GU, d'infections génitales, des IST, d'intervention sur les trompes et des IVG. Le diagnostic, la GU non rompue et la GU rompue. Les examens paracliniques, tests de grossesse dans les urines ou dans les sangs, échographie vaginale. La conduite à tenir de la sage-femme. En périphérie, en cas de suspicion, référer la gestante dans un centre chirurgical pour une prise en charge adéquate. Si la GU est non rompue, informer et rassurer la patiente et ses parents de la gravité de la pathologie. Organiser et référer vers un centre hospitalier même en cas de doute, car c'est une véritable urgence. En 2, la GU rompue, le traitement est chirurgical. Le rôle de la sage-femme devant la grossesse extra-utérine. La conduite à tenir de la sage-femme. En milieu hospitalier, le traitement est chirurgical. Mais avant, il faut évaluer rapidement l'état général de la patiente, en particulier les signes vitaux. Pour tension artérielle, température, état de conscience. Prendre 2 voies veineuses. Placer de grosses molécules. Faire les prélèvements pour le bilan préopératoire. Groupe Résus, CNFST, PTC. Préparer la patiente pour l'intervention chirurgicale. Raser, placer une sonde urinaire à 2 mètres. Surveiller la malade en recherchant des signes de choc latents ou patents. Le rôle de la sage-femme devant l'avortement molaire. En définition, la grossesse molaire est caractérisée par la prolifération anormale des villosités choréales du placenta. La clinique. Pensez à une grossesse molaire devant une aménorrhée, des signes sympathiques de grossesse exacerbée, un ramollissement extrême de l'utérus, un utérus plus gros que l'âge gestationnel, souvent en accordéon. L'avortement molaire, le diagnostic, c'est les nausées, vomissements exagérés, saignements, présence possible de kystes ovariens. La conduite à tenir au niveau périphérique, réaliser ou terminer l'avortement molaire. Avortement thérapeutique, surveiller les suites de l'avortement molaire. Au niveau des structures spécialisées, si le diagnostic est certain, il faut informer la patiente et ses parents, les rassurer, prendre les dispositions nécessaires pour procéder à une évacuation utérine immédiate, s'assurer de la vacuité utérine par l'échographie ou à défaut par la surveillance du saignement, faire la toilette vulvaire, porter une garniture propre, confier la patiente à un gynécologue pour un suivi clinique et biologique. Rôle de la sage-femme devant le placenta prévia. En définition, on dit que le placenta est dit prévia lorsqu'il s'insère en totalité ou en partie sur le segment inférieur, le placenta bas inséré. C'est la forme non hémorragique du placenta inséré sur le segment inférieur. Le diagnostic positif pendant la grossesse. Pendant la grossesse, diagnostic positif pendant la grossesse, pendant le travail. Arrêter les métrorragies, compenser les pertes sanguines. Diagnostic positif pendant la grossesse en périphérie et en milieu hospitalisé. Pendant le travail en périphérie et en milieu spécialisé. Si les hémorragies persistent malgré la rupture large des membranes
organiser et référer la parturiente vers une structure spécialisée. Le rôle de la sage-femme devant la rupture utérine. Définition. La rupture utérine est une solution de continuité siégeant au niveau de l'utérus, survenant généralement au cours du travail et de l'accouchement. Le syndrome de pré-rupture. Pensez à une pré-rupture utérine devant l'anneau de Bandel fourni, une tension douloureuse des ligaments ronds, la déformation de l'utérus en sablier. En grand 2, nous avons le diagnostic positif de la rupture utérine. Syndrome de pré-rupture. Pensez à une rupture utérine devant les signes suivants. Saignement vaginal provenant de la cavité utérine d'abondance au cours du travail de l'accouchement. La forme anormale de l'abdomen, disparition des mouvements fœtaux et des BDC, pâleur des conjonctives et des muqueuses, état du choc. La conduite à tenir en périphérie, au stade de pré-rupture. Organiser la référence et référer la parturiente vers la structure sanitaire la plus proche et la plus équipée en bloc opératoire fonctionnel en vue d'une césarienne en extrême urgence. En cas de rupture utérine, ISC sur la gravité de la situation. En milieu spécialisé, au stade de pré-rupture, informer la parturiente et son entourage de la gravité de la situation. S'il y a une perfusion d'ocytocine, l'arrêter. Instituer urgemment une tocolyse en attendant la césarienne. Préparer la parturiente pour le bloc. La prophylaxie. Cette prophylaxie est essentielle. La sage-femme doit faire une surveillance rigoureuse de toutes les grossesses. Dépister les grossesses à risque de rupture utérine vers les centres obstétrico-chirurgicaux équipés de blocs opératoires fonctionnels. Surveiller attentivement les parturientes avec un partographe. Réaliser toute épreuve de travail uniquement en milieu chirurgical. Il est interdit d'injecter en IV direct, lente ou IM le syntocinon à une gestante ou à une parturiente. Le rôle de la sage-femme devant l'hématome rétroplacentaire. En définition, il faut attendre par l'hématome rétroplacentaire le décollement prématuré du placenta normalement inséré dans la cavité utérine alors que le fœtus est encore dans l'utérus. Le diagnostic. Le saignement peu abondant de sang noirâtre associé à une douleur inaugurale violente en coup de poignard. Les signes de choc. Les BDC altérés, souvent absents. Présence d'une pupille rétroplacentaire, vérifiable après la délivrance. La conduite à tenir en périphérie. Informer la parturiente et ses parents des complications de l'hématome rétroplacentaire. Organiser et référer la parturiente vers un centre spécialisé. En milieu spécialisé, procéder à la décompression utérine et à l'induction du travail. Lutter contre la douleur et le choc par la prescription. Faire la surveillance attentive, mesures obstétricales, état hémodynamique stable. La conduite à tenir devant un décollement prématuré d'un placenta normalement inséré. L'admission de la parturiente en salle de travail. L'accueil. Grand E. Saluer affectueusement la parturiente. Se présenter à elle. L'identifier. L'installer confortablement en décubitus latéral gauche. L'informer des gestes à faire. Exploiter le carnet de santé ou le dossier si elle en possède. La préparer psychologiquement. Examen d'entrée en salle de travail. Il doit être précis et rapide et ne doit ignorer aucun aspect. Le but de l'examen, il permet de regrouper un ensemble de données par l'interrogatoire, des examens cliniques, des examens complémentaires en fonction desquels on prendra la décision. L'attitude de la sage-femme doit adopter est différente selon qu'elle soit devant une urgence ou non. L'interrogatoire ou anamnèse. La sage-femme doit noter l'heure et la date d'entrée de la parturiente. Demander son carnet de santé mère-enfant. Vérifier l'identité et tous les renseignements en rapport avec la parturiente. Nom, prénom, âge, gestité, parité
conditions socio-économiques, antécédents médicaux, gynécologiques et obstétricaux, renseignements sur la grossesse actuelle, son âge, son terme et son suivi. Elle doit s'informer sur le motif d'entrée en salle de travail, contraction utérine, perte des os. Si perte des os, notez la date, l'heure, l'abondance, la coloration et l'odeur. Pour des saignements, la fièvre, l'existence ou non des mouvements actifs fœtaux. L'examen clinique, l'examen général, l'inspection, l'examen obstétrical. En cas d'urgence, la sage-femme doit noter l'heure et la date d'entrée de la parturiente, déterminer l'urgence, hémorragie, procédant du cordon, éclampsie. Rôle de la sage-femme au cours de l'accouchement. La définition de certains concepts. Accouchement. Accouchement est aussi phénomène mécanique de l'accouchement. Les conditions d'un accouchement normal. Le bassin doit être normal, ni rétréci ni déformé. La hauteur utérine doit être inférieure ou égale à 34 cm. La présentation du sommet et de bonnes contractions utérines. C'est un schéma. La description de l'accouchement. La traversée de la filière pelvienne maternelle comprend 3 temps, suivant de façon chronologique l'engagement au détroit supérieur, la descente et la rotation dans l'excavation pelvienne, le dégagement ou l'expulsion au détroit inférieur. Ici, nous voyons les présentations non engagées et une présentation engagée par le toucher vaginal du diagnostic d'accouchement. Là, la procédure de l'expulsion dans l'accouchement, de gauche à droite et ensuite de droite vers la gauche. Le rôle de la sage-femme au cours de la gestion active de la 3e phase de l'accouchement. La technique de la GATPA, 3 phases. D'abord, l'injection de l'ocytocine à la patiente immédiatement après l'expulsion du fœtus. La traction contrôlée du cordon et troisièmement, le massage du utérus. D'abord, l'injection d'un utérotomie. Dans la minute qui suit l'accouchement, palpez l'abdomen de la mère pour écarter l'éventualité d'un autre ou d'autres bébés et administrer 10 unités d'ocytocine en IM. Ensuite, se fait la traction contrôlée du cordon et en troisième lieu, le massage utérin. Massez immédiatement le fond utérin à travers la paroi abdominale jusqu'à ce que l'utérus se contracte. Renouveler le massage utérin toutes les 15 minutes pendant les 2 premières heures. Faire participer la patiente au massage de l'utérus. S'assurer que l'utérus ne se relâche pas, l'utérus mou, quand on interrompt le massage utérin. Les gestes complémentaires à la GATPA. Examiner soigneusement les voies génitales et procéder à la réfection des déchirures cervicales, vaginales ou de l'épisiotomie. Faire l'examen routinier du placenta et des membranes. 22% des décès maternels sont imputables à une rétention placentaire. Assurer une surveillance stricte dans le postpartum. Globe utérin, saignement vaginal, état de la parturiente. Les constantes pour tension artérielle, température. Le rôle de la sage-femme pendant l'examen du placenta. But de l'examen du placenta. S'assurer de l'intégralité du placenta et des membranes, ceci pour prévenir une hémorragie. Expliquer un certain nombre d'accidents comme la mort in utero en rapport avec un nœud du cordon ou une sénescence placentaire précoce. Faire des prélèvements complémentaires pour des diagnostics précoces. L'identification des gènes permettant de rattacher une souffrance fœtale à une infection peut être faite par la découverte de micro-abcès placentaires, ce qui pourrait orienter l'examen et la surveillance du nouveau-né. Confirmer un diagnostic, PP, HRP. La technique. Commencez par apaiser le placenta. Son poids représente 1/6 du poids de l'enfant. L'examen de la face maternelle, l'examen de la face fœtale et l'examen du cordon. Premièrement, l'examen de la face maternelle. Les éléments à rechercher. Rechercher une zone dépolie rugueuse. Rechercher une zone de dépression due à la présence de caillots noirâtres. Rechercher des dépôts intervileux et des calcifications.
L'examen de la phase fœtale. Tenir le cordon d'une main et laisser pendre le placenta et les membranes. Insérer l'autre main dans les membranes, les doigts écartés. Vérifier l'intégrité des membranes. Éléments à rechercher. Rechercher la présence de 2 membranes, le chorion et l'amnios. Avec 1 mètre de ruban, il faut mesurer le petit côté des membranes. L'examen du cordon. Mesurer la longueur du cordon. Déterminer l'insertion du cordon ombilical. Vérifier la présence des 3 vaisseaux, 2 artères et une veine. Prélever du sang au niveau du cordon si des examens sont demandés. Rôle de la sage-femme pendant les soins à l'accoucher et au nouveau-né en salle d'accouchement. Les soins à l'accoucher. Après l'expulsion du fœtus et des annexes, quantifier l'écoulement du sang vulvaire. Surveiller l'écoulement sanguin vulvaire. Vérifier le globe de sécurité. Peser et examiner le placenta. Faire la toilette vulvaire avec un antiseptique. Installer l'accouché dans une salle de surcouche. Prendre régulièrement les constantes. La surveillance. Elle concerne le globe de sécurité utérin, l'écoulement vulvaire, l'aspect général de la femme, pâleur, sueur, les signes vitaux, tension artérielle, pouls, température, respiration. Les soins essentiels au nouveau-né, ça c'est l'indice d'Apgar. Le rôle de la sage-femme devant les hémorragies du postpartum. Description. L'hémorragie du postpartum immédiat, postpartum tardif. Les causes des hémorragies. Un examen clinique minutieux permettra d'apprécier la qualité de la rétraction utérine. Faire un examen sous valve pour rechercher des lésions du canal pelvigénital. Vérifier l'intégrité du placenta. Apprécier l'aspect du sang. La conduite à tenir de la sage-femme devant l'hémorragie de la délivrance, devant une déchirure cervicale, devant une déchirure périnéo-virginale et devant des hématomes périgénitaux. Les hémorragies du postpartum tardif. Elles concernent les pathologies suivantes: endométrite, rétention placentaire, rétention partielle du placenta ou d'un cotylédon, trouble de la coagulation. Le rôle de la sage-femme dans le suivi postnatal. Description. C'est l'ensemble des soins offerts à la femme et au nouveau-né après l'accouchement. La surveillance postnatale immédiate. Les 72 heures des accouchés est une obligation et permet de lutter efficacement contre les éventuelles complications et donc de réduire la mortalité maternelle et infantile de façon significative. Les éléments de surveillance du postpartum immédiat. Selon les directives nationales, tout accouché dans une structure sanitaire doit passer au moins 6 heures en salle d'observation. Si après 6 heures d'observation, la mère et l'enfant se portent bien, la sage-femme doit les transférer dans les suites de couche pour une durée minimum de 48 heures. La nouvelle accouchée doit rester au centre de santé pendant 72 heures qui suivent l'accouchement. Les signes d'alerte. Les signes d'alerte pour la mère. Augmentation soudaine du volume du saignement. Perte vaginale avec odeur désagréable. Fièvre. Sein chaud et douloureux. Douleur abdominale. Fatigue excessive. Œdème aux mains et au visage. Violents maux de tête. Signes d'alerte pour l'enfant. Cordon rouge ou avec du pus. Yeux gonflés, collants ou avec du pus. Léthargie. Froid au toucher alors qu'il a été réchauffé. Chaud au toucher alors qu'il a été déshabillé. Difficultés respiratoires, convulsions. Organisation de la référence. Les définitions des concepts. La référence, c'est le mécanisme par lequel une maternité oriente une patiente qui dépasse ses compétences vers une structure plus spécialisée et mieux équipée. Contre-référence, c'est le mécanisme par lequel une structure plus spécialisée et mieux équipée adresse, après l'avoir soignée, une patiente à la maternité qui l'avait référée. Système de référence, contre-référence. Évacuation. Par convention, on désigne sous ce terme une référence réalisée dans une situation d'urgence.
et la rétro-information ou feedback. Éléments de la référence. La référence comprend la préparation de l'urgence obstétricale par la maternité qui réfère, le mode de transport pour l'acheminement des patients référés, l'accueil de l'urgence au centre de référence. Les conditions de référence sont remplies par l'utilisation d'une fiche de référence standardisée, la lettre du centre de référence par téléphone fixe, téléphone cellulaire ou réseau aérien de communication RAC, la disponibilité de trousses ou de kits d'urgence, la communication entre les centres et l'effectivité de la rétro-information. Rôle de la sage-femme dans la réalisation d'un accouchement par ventouse. Objectif général, réaliser l'accouchement par ventouse obstétricale sans risque et arriver à acquérir des compétences nécessaires. Objectif spécifique, décrire la ventouse obstétricale, utiliser les techniques de communication interpersonnelle, rassembler tous les éléments constitutifs de la ventouse, respecter les conditions préalables à l'utilisation de la ventouse, démontrer la technique de l'utilisation de la ventouse obstétricale dans un contexte simulé, reconnaître rapidement le déroulement défavorable de la réalisation, établir un plan de surveillance après l'application de la ventouse obstétricale. La ventouse obstétricale ou vacuum extractor est un instrument de préemption, de flexion et de traction sous vide destiné à extraire le fœtus se présentant par la tête en phase d'expulsion. Intérêt. La nécessite une bonne connaissance des conditions d'application, une bonne maîtrise de la technique et des indications. Les complications sont rares et surtout fétales. Elle peut être d'un apport important dans certains dissociés de la phase expulsive. Les différentes composantes. La ventouse est composée de 3 systèmes. Un système de préhension. La cupule, diamètre 3, 4, 5 cm, soit métallique ou en silicone, qui doit être stérilisé entre 2 patientes. Un système pneumatique ou de vide, flacon à vide, manomètre, pompe d'aspiration ou une poignée de traction. Un système d'aspiration, tubulure reliant la cupule au flacon à vide. La ventouse obstétricale peut être manuelle ou à pied. Le vide est produit au moyen d'une pompe à main ou électrique. Le matériel. Il faut des gants chirurgicaux désinfectés à haut niveau ou des gants stériles, une boîte d'accouchement, un équipement de protection personnelle, du coton, une bavette, un tablier, des charlottes, chaussures, lunettes de protection, des compresses, un antiseptique, des champs stériles, un bassin de lit, une sonde vésicale et la ventouse elle-même. La technique. Première étape, préparation de la parturiente. Deuxième étape, préparer le matériel adéquat ou réunir le matériel. Troisième étape, installation. Quatrième étape, repérer la fontanelle postérieure et le point de flexion. Étape 6, vérifier si la ventouse est bien en place sur l'occiput fœtal. 7. Faire la flexion complète de la tête fœtale. Étape 8. Orientation et traction limitée. Étape 9. Dégager la tête fœtale. Étape 10. Arrêter l'aspiration. Étape 11. Terminer l'accouchement. Rôle de la sage-femme pendant l'aspiration intra-utérine. AMU. Objectif général, assurer les soins d'urgence du postpartum par l'aspiration manuelle intra-utérine AMU sans risque. Réunir le matériel nécessaire à la démonstration. Préparer l'équipement d'aspiration manuelle intra-utérine. Exécuter une procédure d'aspiration manuelle intra-utérine. Établir un plan de surveillance après une évaluation utérine par l'AMU. Identifier et résoudre les problèmes techniques ou de performance lors de la procédure. Tels sont les objectifs spécifiques. La définition, en vue de réduire la mortalité maternelle due à l'avortement, la prise en charge des complications de l'avortement a connu une évolution. Du curage digital et du curettage sous anesthésie générale, on est passé à l'aspiration manuelle intra-utérine sous anesthésie locale. Le matériel. Local privé, table obstétricale, unité d'éclairage, etc.
Préparation du matériel AMU. Assemblage de la seringue AMU. Préparation de l'équipement. Les conditions préalables à l'utilisation de l'AMU. Counseling pré, pair et post-procédure. Veillez à donner un analgésique au moment approprié. Demandez à la patiente de vider sa vessie, se laver les mains, les sécher et porter des dispositifs de protection individuelle. Les étapes de la procédure d'AMU. Tâches avant AMU. Préparation du matériel. Montage de l'aspirateur AMU. Préparation de la patiente. L'aider à se positionner sur la table. Réalisation de la préparation antiseptique du cône. Mettre en place le spéculum. Administration d'un bloc paracervical. Utiliser 10 à 20 ml de lidocaïne à 0,5 ou 1%. Tâches durant la procédure. La dilatation cervicale est nécessaire dans la plupart des cas, mais pas toujours. Utiliser des canules de diamètre progressivement croissant ou décroissant. Introduire la canule. Raccorder l'aspirateur chargé à la canule. Déverrouiller les boutons pour commencer l'aspiration. Ne pas sortir l'extrémité de la canule au-delà de l'orifice cervical. Tamponnement intra-utérin par ballonnet. L'objectif général, c'est de maîtriser les gestes essentiels de la mise en place des ballonnets intra-utérins. Et les objectifs spécifiques sont au nombre de 6. Décrire le tamponnement intra-utérin par ballonnet, utiliser les techniques de communication interpersonnelle, assembler un dispositif de tamponnement intra-utérin, exécuter une procédure de tamponnement intra-utérin par ballonnet, reconnaître le déroulement défavorable de la réalisation, établir un plan de surveillance après l'application du tamponnement intra-utérin par ballonnet. Définition. C'est une intervention médicale qui consiste à contenir et résorber une hémorragie du postpartum de l'utérus par voie vaginale après insertion d'un ballonnet gonflable qui vient appuyer sur ses parois. Le tamponnement intra-utérin par ballonnet est une étape du plan de prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Les différents types. Le ballonnet utérin préassemblé et le ballonnet utérin non assemblé. Le mécanisme d'action. Augmentation de la pression intra-utérine qui est supérieure à la pression des vaisseaux sanguins capillaires. Compression du site de saignement par le préservatif gonflé. Contraction provoquée par la présence du préservatif à l'intérieur de l'utérus. Mode d'insertion. Pose transvaginale, pose transabdominale, pose pendant l'accouchement par césarienne. Conditions d'insertion. En cas de préexistence d'hémorragie du postpartum, après le massage utérin et le traitement médicamenteux, le ballonnet peut être placé dans la cavité utérine. Prise en charge de l'hémorragie du postpartum provoquée par l'atomie. Le matériel. Composants du dispositif. Ballonnet non assemblé. Une sonde urinaire, sonde de Foley de préférence unidirectionnelle. Un préservatif. Une grande seringue 20 à 60 cc. Un fil, la fil de suture. Exécution d'un tamponnement intra-utérin par ballonnet. Étape 1, évaluation initiale. Étape 2, préparer la parturiente. Étape 3, préparer le matériel. Étape 4, mise en place du ballonnet dans l'utérus. Étape 5, technique de remplissage du ballonnet. Étape 5, technique de retrait de l'eau du ballonnet. Étape 6, suivi. En conclusion, il faut dire que l'hémorragie du postpartum constitue la première cause de décès maternel dans le monde en général et dans les pays en développement en particulier. L'utilisation du ballonnet intra-utérin dans le traitement de l'hémorragie du postpartum constitue une avancée significative. Ce dispositif doit être disponible dans nos maternités pour prendre en charge les hémorragies résistant aux hétérotoniques et aux manœuvres usuelles.
Merci pour votre aimable attention.